je pense que toujours, je continue à penser d'ailleurs, que socialisme et liberté, ça peut exister ensemble. Bonjour Robert Guédiguian. Bonjour. Votre nouveau film Twist à Bamako est sorti hier, mercredi 5 janvier. Je voulais savoir avant tout comment vous est venue l'idée de ce film qui est un petit peu inhabituel dans votre filmographie. Très clairement par les photographies de Malik Sidibé, ce photographe qu'on a surnommé l'œil de Bamako, et qui effectivement pendant plusieurs années, en tout cas dans les années 60, a photographié essentiellement des jeunes gens, en fait, en train de s'amuser, en train de faire les idiots au bord de l'eau, au bord du fleuve, en train de danser comme des fous, en se tordant dans tous les sens, dans des clubs divers et variés, avec les costumes les plus extravagants qui soient. Bon, enfin, en tout cas, c'est des images extrêmement joyeuses, exaltantes, enthousiastes, et qui ont plu à beaucoup de monde, pas qu'à moi, je veux dire, parce que l'exposition a été un succès immense. Et on a voulu, je dis on, parce qu'on était avec des amis ici, en termes de production aussi, on a voulu creuser un petit peu cette époque, en fait, où il y avait eu de telles photos. Là, on s'est aperçu des choses que l'on savait, mais que l'on savait de manière assez vague. C'est-à-dire, on savait bien sûr qu'il s'agissait de l'indépendance des pays d'Afrique de l'Ouest, de tous les pays d'Afrique de l'Ouest. Mais on ne savait pas qu'il y avait eu cette tentative très particulière de Modibo Keïta d'essayer de tenter une voie socialiste particulière, avec un rêve panafricain, bien sûr, mais... Et donc on s'est dit, tiens, il y a à la fois ces personnages que l'on voit danser, c'est des gens qui probablement dans la journée essayaient de construire un socialisme à l'africaine, on pourrait dire, comme on disait, le socialisme à la française d'ailleurs à ce moment-là. Là, ça a commencé à me titiller, quoi. Je veux dire, il y avait de la danse, de la jeunesse, donc l'histoire d'amour possible, de la construction socialiste, donc des rêves sociétaux, des rêves collectifs. Et de fil en aiguille, je me suis dit, tiens, je vais faire un film avec ça. Ça m'est apparu comme une évidence. Belle, belle, belle comme l'amour. Tu t'es enfui? J'ai été mariée de force. Et nous, on risque des emmerdes. Avec nous, ça va changer. Tu rêves. Moi, je marche en rêvant. Très très clairement, je pense que Modibo Keïta a pensé que l'indépendance sans le socialisme n'était pas possible. Donc il fallait absolument rompre non seulement avec l'État colonial, mais il fallait rompre avec le modèle de l'État colonial aussi, le modèle de formation sociale. Donc il fallait rompre avec le capitalisme. Voilà. Et comme effectivement le rêve d'indépendance était aussi un rêve d'émancipation générale, on pourrait dire. Donc émancipation par le travail, par le sortir de l'exploitation, par l'éducation bien sûr, par la santé, et peut-être aussi par les mœurs. Je dis peut-être aussi, certainement aussi, puisqu'ils essaient de créer un code de la famille, de libérer les femmes de la tutelle des grands-pères, de la gérontocratie comme ça, qui régnait surtout dans les villages plus que dans les villes. Donc il y a vraiment une conception globalisante, enfin, j'allais dire, de bâtir une autre société. Et il ne va pas chercher d'ailleurs que du côté des pays socialistes, bien entendu. On est en pleine guerre froide, donc il faut bien qu'ils se tournent vers quelqu'un pour être accompagnés. Donc bien sûr, c'est la Russie, la Chine qui viennent accompagner. Mais il va voir du côté du Vietnam qui vient de se libérer, de la tutelle française. La guerre au Vietnam n'a pas commencé, avec les Américains, je veux dire. Bon, voilà. Mais il va même chercher des modèles agricoles, par exemple, il était fasciné par les kibbutz. Ceci, les kibbutz, c'est une expérience socialiste, hein, de fait. Voilà. Donc il cherche autour de tout ça. Et je veux dire, ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il l'a fait avec énormément de bienveillance. Il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de... Enfin, c'est un régime où, en tout cas dans les premières années, la liberté est très très forte. Et je pense que toujours, je continue à penser d'ailleurs, que socialisme et liberté, ça peut exister ensemble. C'est un régime un peu idéal en tout cas dans ce qu'il voulait faire, qui a fini pas très bien, et comme souvent en Afrique, ça s'est terminé par un coup d'État un petit peu plus tard. De manière générale, quel bilan vous tirez de ces tentatives des indépendances dans l'Afrique ex-Afrique française, et des tentatives qui ont été pu faire justement pour trouver un nouveau modèle de société dans ces pays-là? Alors je vais dire une chose, je n'en garde pas, j'allais dire, l'échec. J'en garde la réussite, en fait. J'ai envie de regarder ce qui s'est bien passé. Ça s'est quand même bien passé pendant 8 ans. Il a été démis au bout de 8 ans, Modibo Keïta. Et pendant 8 ans, par contre, je montre effectivement ce qui s'est aussi passé plus mal. Mais ce qui s'est passé plus mal, c'est d'abord, comme souvent dans toutes les révolutions, c'est la contre-révolution qui l'a emporté.
menée, comme David, parce qu'on pourrait appeler la bourgeoisie. Ici, on dirait la bourgeoisie. À Bamako, à ce moment-là, on disait les gros commerçants, les grands commerçants, très riches, qui effectivement ont vu leurs profits fondre, mais tout simplement parce qu'il y avait une justice sociale plus forte, et qui se sont révoltés, qui ont entraîné dans leur sillage des gens qui travaillaient avec eux, leurs salariés, qui les ont amenés, etc. C'est les grands chefs de village qui sont quand même des propriétaires fonciers, des nobles, enfin, donc ces féodalités. Et puis évidemment, quand même, l'ancien pays colonisateur qui a toujours dit, écoutez, cessez de vous engager dans cette voie, et d'ailleurs, si vous vous engagez dans une voie libérale, on va vous aider. Voilà, ce qui s'est passé. Parce que peu à peu, comme ça, effectivement, il y a eu quelques glissements, il y a eu effectivement des petites... Pas tant que ça d'ailleurs, mais il y a eu des petites contraintes par rapport à certaines libertés de la jeunesse, c'est vrai, en particulier justement sur ce dont on parle dans le film, sur tous ces clubs qui s'étaient créés, et où les jeunes avaient des relations évidemment amoureuses et sexuelles un peu plus abondantes, puisqu'ils dansaient ensemble tous les soirs, bon, on sait ce que ça donne, bon, voilà, et on peut même aimer ce que ça donne, bon, mais c'est vrai que là, bon, je veux dire, les parents probablement se plaignaient de ça, et le pouvoir a eu tendance à aller dans le sens de la tradition plutôt que dans le sens de la révolution, là. Il a commencé à fermer un petit peu ces endroits-là. Bon, malgré ça, je veux dire, ce régime aurait pu tenir si effectivement on l'avait laissé vivre. Donc c'est la bourgeoisie et à l'international, c'est le capitalisme international. Et la France aussi la politique gaulliste Oui, la politique gaulliste aussi, qui a été clairement, je veux dire, en tout cas, pour ce qui concerne certains pays, qui a carrément, je veux dire, envoyé des bandes armées. C'est pas vrai pour le Mali, mais ils ont envoyé des bandes armées, en Guinée en particulier. Ça, aujourd'hui, c'est tout à fait attesté. Bon, ils n'ont rien fait pour que le franc malien fonctionne. Donc, ils sont en permanence de l'extérieur, alors, pas de manière violente, en tout cas au Mali. Mais en fait, ils étaient très, très, très heureux que Modibo Keïta s'en aille. Ce qui est très intéressant dans le film, c'est de montrer que révolution et plaisir, révolution et fête, c'est pas forcément incompatible, et qu'on a parfois tendance à l'oublier. C'est-à-dire qu'il y a quand même une image du militant révolutionnaire, quelqu'un de très austère, très guindé, etc. Vous semblez dire que non, au contraire. Est-ce que ça renvoie à un idéal révolutionnaire qui s'est perdu aussi à cause de l'Union soviétique qui était trop rigide, peut-être ? Oui, moi, c'est une des choses qui me tient le plus à cœur, en fait, de montrer comment, je crois, le mouvement ouvrier a peut-être péché de ce côté-là, le mouvement ouvrier en général, à vouloir apparaître toujours comme sérieux, rationnel, travailleur, alors que, évidemment, je pense que le socialisme, c'est la liberté. Alors, curieusement, ça c'est... Et l'exaltation et la fête et la libération des corps, etc., etc. Alors, curieusement, c'est vrai que ça s'est quasiment inversé. Il me semble que quand même, quand ces idées-là naissent, je veux dire, le socialisme, c'est plutôt la liberté, etc., et le capitalisme, c'est l'exploitation. Donc, ça c'est dans l'après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale, le capitalisme, c'est les chewing-gums, c'est les dents blanches des boys américains, c'est la musique, c'est le twist. C'est tout ça qui arrive, et qui, effectivement, c'est une espèce de dynamisme, de joie de vivre, de sourire éclatant. Et face à ça, effectivement, on a des gens qui ne rient jamais, qui ne sourient jamais, qui font leur boulot, etc., etc. Bon. Donc c'est plutôt moins engageant, voilà, on va dire. Et je crois que c'est vraiment une erreur. Évidemment que le socialisme et le twist, c'est compatible. Ça vient aussi parce qu'en France en particulier, le Parti communiste d'après-guerre était presque puritain. Enfin, il y avait le dirigeant de l'époque, Maurice Thorez, et sa femme étaient limite presque le même discours que l'Église catholique sur certains faits de société. Oui, c'est des souvenirs atroces. Pour moi, c'est des souvenirs atroces parce que, si vous voulez, moi après, dans ma propre formation, je veux dire, moi, la première fois que j'ai entendu parler de la condition de la femme, c'est en lisant Engels, à 17 ans. Donc, il me semble bien, je ne crois pas me tromper, ce n'est pas ma spécialité, mais je me semble bien que toutes ces idées-là, par exemple donc sur la condition de la femme, sur l'égalité homme-femme, sont nées dans le mouvement ouvrier, à l'intérieur du mouvement ouvrier. C'est chez Marx, chez Engels, puis plus tard d'ailleurs, chez Kollontai, chez Rosa Luxembourg, enfin chez des gens comme ça, chez des figures intellectuelles de l'histoire du mouvement ouvrier. Et bizarrement, effectivement dans l'après-guerre, comme si effectivement les dirigeants nettement moins cultivés, nettement moins théoriciens que les gens que je viens de citer, s'étaient d'un coup avaient pensé qu'il fallait coller un peu plus au peuple plutôt que d'essayer de le transformer aussi de ce côté-là, du côté des mœurs.
Et pour coller, effectivement, tout simplement se sont conformés à une morale extrêmement bourgeoise. Et ce qui est tout à fait, ce qui est, je pense, une erreur. Je pense même qu'aujourd'hui, aujourd'hui, je pense que c'est la chose qui a participé aussi au déclin de ces idées-là. Parce que, évidemment, pour nous, moi, quand je rêvais, en tout cas à 17 ans, pour moi, évidemment, la révolution est une révolution totale. C'est-à-dire c'est une révolution des mœurs également. Il fallait changer la vie dans tous ses aspects. Dans le socialisme, chez Marx, c'est une révolution anthropologique. Il ne s'agit pas que de changer les rapports de production. Il ne s'agit pas que de supprimer l'exploitation. C'est essentiel, bien sûr. Mais en plus de cela, il s'agit de changer la vie, pour reprendre le formule de Rimbaud. Le film, je le disais en introduction, semble un peu loin de votre univers parce que c'est pas à Marseille, c'est même pas en France, c'est pas avec votre troupe d'acteurs habituels. Et en même temps, on a l'impression que c'est un film très personnel. En quoi c'est un film personnel pour vous? En fait, ce personnage-là, j'ai essayé de le... Quand je me suis dit, tiens, je pourrais faire ce film-là, évidemment, il a fallu que je trouve comment m'y investir. J'ai tout de suite pensé que le personnage principal me ressemblait beaucoup. Enfin, c'est pas Madame Bovary, c'est moi, quoi. Samba, c'est moi. Un jour, tous les peuples africains seront libres comme notre Mali. Un jour, les frontières disparaîtront. Un jour, l'Afrique sera un exemple pour tous les continents du monde. Un jour, le ciel s'éclaircira. C'est un personnage, justement, donc rêveur, bien sûr, réaliste aussi. Il bosse, il travaille, il essaie d'apprendre. On voit bien qu'il lit Césaire et qu'il lit Frantz Fanon. Évidemment, il va prêcher des journées entières partout dans le pays pour essayer de convaincre des bienfaits, effectivement, de la communauté et du collectif. Et à côté de ça, il est aussi jeune, c'est-à-dire qu'il tombe amoureux, bien entendu, il met des très beaux costumes pour aller danser tous les soirs, et il danse bien, voilà, il sait danser, il a une moto, bon. Donc il est vivant, ce n'est pas l'abstraction du militant révolutionnaire, non, c'est un militant révolutionnaire de chair et d'os, comme était pour nous aussi. Je veux dire, bon, moi, évidemment, la révolution cubaine était très proche. Bon, j'ai toujours adoré les photographies de Camillo Cienfuegos avec son chapeau et son Harley Davidson, et le cigare à la bouche, avec les cheveux longs, la barbe. Enfin, il avait l'air de hippie en même temps que de révolutionnaire. Voilà, c'est vrai que moi j'ai grandi en tout cas dans une époque comme ça, et pas dans une époque où on avait les cheveux ras, des costumes ridicules, des nœuds de cravate fermés pour apparaître docte et sérieux. C'est-à-dire que vous militiez et vous faisiez la fête aussi? Sans arrêt. Comment tu fais pour avoir toujours le dernier mot? Je fais comme ça. Où le film a-t-il été tourné? Parce qu'on sait qu'au Mali, c'est un petit peu compliqué. Donc, est-ce que vous vouliez tourner au Mali? Et comment ça s'est passé? Et où finalement le film a été... On a su très vite qu'on ne pouvait pas tourner au Mali. On a su quasiment tout de suite. Après, on s'est renseigné un petit peu, qu'on a donné quelques coups de fil. Y compris à des amis maliens, d'ailleurs. Mais bon, donc on a tout de suite pensé que le seul endroit très proche et très sécurisé, le plus sécurisé d'Afrique, d'ailleurs, enfin d'Afrique de l'Ouest, c'est le Sénégal. Voilà. Donc c'est tout près. Il a fallu quand même qu'on aille jusqu'au nord du Sénégal, à Podor, pour retrouver quand même la couleur un peu rouge, quoi, de la terre du Mali. Ça, c'était pour les villages, mais sinon on a tourné dans 3 villes et 5 villages différents dans tout le Sénégal pour reconstruire le Bamako et ses environs de ces années-là. Mais ça, c'est plutôt excitant, enfin, je trouve assez jubilatoire de reconstruire ailleurs quelque chose qui est très éloigné. J'avais fait la cour d'une histoire de fou, par exemple, le lieu principal d'une histoire de fou, c'est-à-dire l'épicerie de la famille, on a tourné ça à Montreuil. Bon, jamais personne n'a pensé que c'était à Montreuil, on croit tous que c'était à Marseille, voilà. Bon.
Ça, je trouve que c'est une des belles choses au cinéma. Au niveau du casting, là c'est pareil, c'est un casting qui associe à la fois des comédiens africains qui vivent en Afrique et des comédiens français dont les parents ont immigré ou qui sont, je pense, de petite génération, mais en tout cas d'origine africaine. Comment s'est fait le critère de choix justement pour les comédiens du film? On a mélangé, on a fait un casting tout de suite dans les deux pays. Donc on a lancé dans les deux pays pour quasiment tous les rôles, dans des tout petits rôles, effectivement. Évidemment, pour des raisons évidentes de production, il fallait plutôt qu'ils soient au Sénégal, à Dakar, pour la plupart, fait certains à Thiès, une grande ville à côté de l'aéroport. Sinon, on a lancé un casting dans les deux endroits, et on a, donc à la fin, il est arrivé 6 acteurs, donc on va dire parisiens, mais d'origine congolaise, capverdienne, malienne, bien sûr. Et tout le reste de la distribution est sénégalais. Alors c'est vrai qu'on a eu un peu de... J'avoue que sur certains rôles, des rôles, par exemple le rôle principal, hein, qui est Stéphane Bach, donc, qui est même connu ici en France, il fallait quand même quelqu'un qui manie le français extrêmement bien. Pourquoi? Parce qu'il tient souvent des discours en public même, des discours à une teneur philosophico-politique. Bon, donc évidemment, il fallait qu'on comprenne extrêmement bien ce qu'il dit. Et chez les jeunes gens, en fait, on a constaté, en faisant le casting, que beaucoup parlaient moins bien le français, ce qui est normal d'ailleurs, on a constaté, on aurait pu s'en douter, mais beaucoup parlent moins bien le français qu'il y a 60 ans. Parce que, évidemment, ça s'est perdu. J'avais même vu la jeune fille qui joue dans le film de Mati Diop, qui ne parle que Wolof. Elle ne parle pas français du tout. Par exemple, sinon, ça aurait été quelqu'un de possible. Elle était très belle, elle jouait très bien. Enfin, bon, voilà, mais après, on a mixé les deux. Il y a aussi Saka Sarwadogo, qui est en fait très connu, parce qu'il tourne dans des tas de productions internationales, et qui est burkinabé. Et au niveau de technique, vous avez votre propre équipe technique. Est-ce qu'au niveau Sénégal, vous avez trouvé une industrie du cinéma ou une prémisse d'industrie du cinéma qui tient à peu près la route, enfin, des techniciens de qualité avec lesquels vous avez pu travailler? Oui, j'ai trouvé des gens même exceptionnels, je dois dire. Bon, là aussi, je me suis renseigné auprès de tous mes amis cinéastes africains, Abderrahman, Haroun, bon, qui m'ont conseillé quelques personnes. Mais c'est vrai que j'étais parti qu'avec ma garde rapprochée, quoi, on va dire, hein, c'est-à-dire on était une dizaine, pas plus, nous, à venir d'ici. Tous les autres, c'était une grosse équipe, puisqu'il y a la reconstitution, il y a les costumes, les décors, etc. Donc on était une soixantaine, en fait, voilà. Et on a trouvé une cinquantaine donc, de techniciens au Sénégal qui étaient formidables, quoi. Enfin, ils étaient beaux, ils étaient compétents, ils étaient enthousiastes, ils étaient... Enfin, c'est merveilleusement entendu. C'est un très beau souvenir, ça. Et au niveau du tournage, est-ce que le tournage était impacté par la crise sanitaire ou vous êtes passé entre les gouttes? Non, on est complètement impacté, en fait. Parce qu'on avait... Ça, c'était horrible, parce qu'on avait commencé à préparer on a eu de longues préparations, on a préparé 3 mois, on a commencé à tourner 3 semaines, et au bout de 3 semaines, toc, terminé, interdiction de tournage, interdiction de rassemblement dans les rues et tout ça. Et on a été obligé donc de tout replier. C'était énorme, hein, c'était replié, quoi. C'était des tonnes de matériel, quand même, qui n'étaient pas là-bas. On avait même fait venir des voitures d'époque, des camions d'époque, on avait fait venir là-bas. Donc tout ça est reparti en cargo, et on a arrêté pendant 7 mois. Puisque, bon, après, il y avait la saison des pluies. Bon, donc on ne pouvait pas tourner, donc on a repris le tournage 7 mois plus tard, et on a pu terminer dans des conditions acceptables. Et vous pensez que le film en a pâti quand même de cette interruption, ou vous avez réussi à... Non, en fait, non, je crois pas. On avait tous très très peur. Il y a eu un moment très douloureux parce qu'on ne savait pas si on allait reprendre. Quand on a arrêté, c'était très étrange. On s'est dit, bon, est-ce qu'on va pouvoir reprendre ou pas? Et c'est vrai qu'il y avait une telle attente sur le film, de notre part, mais vraiment aussi, je crois, de la part de tous les gens là-bas, des techniciens dont on vient de parler, mais aussi de tous les acteurs qui jouent dans le film. C'est quand même... C'est évidemment une histoire qui leur est très très proche. Alors, certains parmi les plus vieux l'avaient vécu, mais d'autres en avaient entendu parler, par leurs parents, par leurs grands-parents, qui leur avaient raconté ce moment-là. Et je crois qu'ils avaient tous évidemment très très envie aussi de remettre en lumière cet épisode-là de l'histoire africaine. Je crois que ça compte aussi, je pense, beaucoup pour eux de se reposer ces questions-là, puisqu'on entre dans la... J'allais dire, bon, le prédécesseur, ça pourrait être Lumumba, et le successeur, ça pourrait être Sankara. Donc cette histoire des mouvements, des leaders
de l'émancipation africaine, évidemment, c'est une histoire qui me passionne, mais qui les passionne aussi beaucoup, bien sûr. Et alors le fait que ce soit un réalisateur comme vous, venu de France, l'ancienne puissance coloniale, qui raconte leur propre histoire, est-ce que ça a gêné quelques-uns sur place ou pas? Est-ce que, on parle d'appropriation culturelle maintenant, c'est pas un très joli terme, enfin, est-ce que sur place vous avez senti des résistances de ce point de vue-là ou pas? Aucune. Aucune, ni chez les techniciens, ni chez les acteurs. D'abord, parce que c'est vrai que beaucoup, quand même, ceux qui travaillent évidemment dans le cinéma et tout, beaucoup me connaissaient, donc avaient vu quelques films, bien entendu, quelques films piratés d'ailleurs, souvent. Je les ai encouragés, hein, d'ailleurs, je dis, mais continuez à pirater mes films, au moins vous les voyez, sinon vous ne les verrez jamais. Donc j'allais dire, j'avais bonne, entre guillemets, je dis ça avec modestie, j'avais bonne réputation, on va dire, par rapport à ça. Et puis, bon, ils ont vu très vite que ce qui comptait, c'est le regard qu'on portait sur cette histoire. C'était pas le personnage qui semblait en noir qui faisait le film, mais c'était surtout le regard qu'il avait qui comptait. Et ça, ils ont assez vite compris que mon regard sur cette affaire était plutôt favorable à cette histoire. Dans un très bon livre d'entretien qui est paru quelques mois avant la sortie du film, vous parlez beaucoup de votre morale en tant que citoyen et réalisateur de films, qui est de chercher des moments communistes. J'aimerais que vous me définissiez un peu qu'est-ce que c'est pour vous un moment communiste. C'est ce film-là, par exemple. C'est-à-dire que, pour moi, un moment communiste, c'est un moment où tous les gens sont réunis dans un projet qui fait sens pour leur individu, c'est-à-dire où eux se réalisent pleinement, personnellement, toutes leurs facultés se réalisent, et où effectivement le partage, en fait, s'effectue comme ça, de manière harmonieuse, entre le projet, c'est-à-dire la société qui est créée à ce moment-là, et chaque individu qui compose ou qui participe au projet. Bon, voilà. Donc ça, pour moi, c'est un moment communiste. Il a duré le temps du film, hein. Mais peut-être qu'il se reproduira au moment de l'exploitation du film, puisqu'on présentera le film là-bas, qu'on a d'ailleurs doublé en Wolof et en Bambara. Ce que je précise, évidemment, est d'un inintérêt économique total. Je le dis, parce que c'est un geste politique d'avoir fait ça, bien entendu. C'est pour que le public là-bas puisse le voir, et le grand public puisse le voir. Donc on ira présenter le film là-bas, et ce sera à nouveau un moment de communion autour d'une visée commune, en fait, qui est donc une visée de plus de justice, plus de partage, etc. Mais les moments communistes, il y en a, je crois, on est ici dans les bureaux d'Agathe Film, je pense qu'Agathe Film a constitué pendant 30 ans et continue à constituer un moment communiste. Je crois qu'une ZAD, c'est un moment communiste. Je crois que la sécurité sociale est un moment communiste. Donc je traque le communisme déjà là. Alors, dites-moi un peu plus sur cette organisation, donc Agathe Film. Donc, en quoi c'est un moment communiste et quelle est la particularité de cette maison de production par rapport à vos concurrents, vos confrères en France? C'est une maison d'abord qui est un collectif. On a été jusqu'à 8 associés, à part égale, avec des conditions de travail effectivement particulières. Donc on a toujours partagé effectivement les recettes. C'est une société où l'échelle des salaires, pour vous la donner d'ailleurs, est de 1 à 4. Mélenchon propose de 1 à 14. Bon, plus que ça, de 1 à 20. Bon, donc vous voyez, tout ça. Bon, après les conditions de travail, c'est dans tout ça. C'est pas que bon, les gens viennent quand ils évidemment, il n'y a pas de pointeuse. Bon, tout le monde travaille selon, si quelqu'un préfère venir à 10h et finir à 19, il finit à 10, il finit à 19, enfin, etc., etc. Évidemment, on a toujours partagé, on a toujours fait des primes de fin d'année en fonction du résultat, enfin, on a toujours fait des choses de ce type-là, qui font qu'il n'y a pas, à ma connaissance, d'autres collectifs qui fonctionnent de cette manière-là, avec une réunion hebdomadaire, par exemple, donc avec des rites, avec une organisation pour que tout cela fonctionne. Donc on a une réunion hebdomadaire qui fonctionne depuis, ça fait 35 ans, 30 ans, presque 35, qu'on se voit tous les mercredis soirs. Donc il y a des manières de l'organiser, ce collectif-là. Et avec des choses où, évidemment, bon, il y a des périodes de crise comme nous venons de subir, là, le Covid, on a baissé tous les plus hauts salaires. Les bas salaires n'ont pas été affectés du tout par cette crise. Enfin, les bas salaires. Je dis qu'il reste de 1 à 4, donc des bas salaires, il n'y en a pas beaucoup. Voilà.
Quand il y avait eu la négociation de la convention collective justement pour les films, pour qu'il y ait des sommes minimales, vous étiez un peu mis en opposition, ce qui avait surpris d'ailleurs certaines personnes en disant Agathe Film, c'est une structure, fonctionnement un peu collectif, de gauche, et là il a une réaction un petit peu presque de petit patron qui a peur de dépenser ses sous. Qu'est-ce que vous répondez à ces détracteurs là, sur cette... si vous pouvez rappeler un petit peu ce qui s'est passé. Oui. Mais d'abord, il faudrait que tout le monde apprenne quand même ce que c'est une convention collective. Et il faut se dire que tout syndicaliste le sait, il y a de bonnes et de mauvaises conventions collectives. Donc je ne suis pas contre la convention collective, je suis contre cette convention collective-là parce qu'elle est mauvaise. N'importe quel négociateur vous le dirait, il y a des mauvaises conventions. Bon. Elle était mauvaise pourquoi? Elle était mauvaise parce qu'elle interdisait à certains films de se faire, tout simplement. Voilà. D'ailleurs, moi je fais des films depuis Marius et Jeannette, c'est-à-dire que tous mes films, je suis en pleine convention collective, c'est-à-dire que tout le monde est payé plein pot. J'ai aucun souci avec ça, je touche du bois, tant mieux. J'arrive à financer mes films normalement, donc tout va bien. Donc je ne prêchais pas pour ma paroisse, bien entendu. Mais beaucoup de films, en particulier, j'avais écrit un article dans Le Monde où je disais ça, mes 7 premiers films, par contre, je n'aurais pas pu les faire avec la convention collective. Parce qu'il fallait, vous ne pourriez pas offrir les salaires demandés aux acteurs et aux techniciens. Voilà. Donc je n'aurais pas pu les faire, ils n'auraient pas pu exister. Alors que ce que j'ai toujours proposé, c'était un moment communiste sur les films. C'est-à-dire dire aux gens, écoutez les gars, vous voulez faire ce film-là, ça vous plaît, le film vous plaît, le scénario vous plaît, vous en tant que chef-op, vous avez envie de tourner ce film-là, vous en tant qu'acteur, vous avez envie de jouer. On fait le film avec les moyens du bord, avec ce qu'on a, on partage, on mange tous dans la même cantine, on est dans le même hôtel. Si jamais ça fait un carton, nous partagerons les recettes de manière tout à fait juste. Voilà. Et ce qui s'est passé en plus, c'est-à-dire que c'était un moment communiste réussi. Puis je veux dire, sur Marius et Jeannette, je pense que les gens ont gagné 10 fois ce qu'ils auraient gagné s'ils avaient été payés selon la convention collective, mais selon la convention collective, le film, on ne l'aurait même pas fait. Voilà. Donc voilà, donc je proposais ça, et je l'ai même proposé de manière syndicale, j'allais dire. Je disais, bon, essayons d'établir dans ce secteur très particulier qu'est le cinéma. Ça ne veut pas dire que ça vaut pour d'autres secteurs. D'ailleurs, les conventions collectives, par définition, elles sont sectorisées. Donc je disais, sur ce secteur-là précisément du cinéma, faisons quelque chose, réglons les règles du partage plutôt. Et ça, je suis d'accord pour faire une convention collective qui règle les règles du partage, qui les fixe, afin qu'il n'y ait pas de dérogation ou de tricherie ensuite. Parce qu'évidemment, je n'ai pas confiance au patron. Voilà. Mais j'ai confiance en personne. J'aime bien les textes. Mais voilà. Même vous, en tant que patron, vous ne vous faites pas confiance? Ah, moi, oui. Moi, j'ai toujours été, justement, mais je ne fais pas confiance à tous les patrons. Voilà. Donc, ça ne peut pas être laissé au libre arbitre de chacun, à la bienveillance de chacun, au sens de la justice de chacun. Non, il faut établir des règles. Mais pourquoi ne pas établir une règle, effectivement, j'allais dire une règle coopérative, comme si chaque film était une coopérative. J'essaie de trouver des exemples ou des illustrations pour essayer d'être clair sur la proposition que je faisais, et cette proposition n'a pas été acceptée. On a préféré instituer une convention collective, mais et quand même, pas à Dieu, grâce à nous, je dis à nous, à quelques cinéastes qui nous sommes opposés, qui avons milité pour qu'il y ait au moins un cliquet, on a réussi à faire une double convention collective, on va dire. Hein. Bon. Heureusement. C'est-à-dire qu'il y a quand même des films qui peuvent être qui ont le droit d'être voilà, hors convention. Il y a 2 annexes. Voilà. Il y a une convention, mais ce n'est pas la même. Elle est plus basse. Et effectivement, elle admet donc que des salaires d'acteurs et de techniciens ne soient pas à la hauteur de la... Il y a la grande convention collective et la petite, on va dire. Voilà. Du moment qu'il y a un intéressement aux recettes, si recettes... Voilà, qui est fixé. Et effectivement, il y a un cliquet qui est à 3,5 millions. Donc il y a au-dessus et en dessous de 3,5 millions. Bon, voilà. Il y a la campagne présidentielle qui a déjà démarré, qui va être encore plus importante dans les semaines à venir. J'aimerais avoir votre regard à la fois de citoyen et d'artiste sur cette campagne qui démarre. Alors d'artiste, je dirais qu'elle est navrante parce qu'elle n'est pas spectaculaire, elle n'est pas enthousiasmante, elle n'est pas lyrique, il n'y a pas de poésie, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de rêve, donc elle est terriblement triste. Et d'un point de vue citoyen, je suis encore plus désespéré que ça, parce que je pense que cette campagne va être... bon, j'espère encore que des choses, peut-être, je ne sais pas, vont changer, mais, parce qu'il faut toujours espérer, je veux dire, par définition, si pour rester debout, il faut espérer. Bon, mais probablement, ce sera une défaite totale de la gauche dans son ensemble dans ce pays. Et je n'ai pas envie de vivre dans un pays où il n'y a pas de gauche, du tout. Voilà.
ou peut-être que, effectivement, si toute la gauche disparaît et s'effondre, peut-être qu'elle renaîtra sous une autre forme, sous d'autres formes qui restent à définir. Bon, je pense que beaucoup de gens ont envie de ça, dont moi. Donc vous pensez que là, dans l'état actuel des choses, l'union de la gauche n'est pas possible, telle qu'elle a pu être possible dans les années 70, éphémèrement, avec les radicaux communistes? Oui, je crois qu'elle n'est plus possible. Moi, je crois qu'elle l'aurait été. Elle l'aurait été après la dernière présidentielle. Je pense qu'effectivement, mais il y a une analyse, j'allais dire, que nous sommes certains à ne pas partager. Moi, je ne crois pas qu'effectivement, un parti donc, radical et révolutionnaire, comme était le Parti communiste il y a quelques années, quand j'y étais encore, ou la France insoumise aujourd'hui, puisse prendre le pouvoir tout seul. Voilà. Je suis sûr même que c'est impossible. Il n'y a aucun exemple d'ailleurs dans les pays capitalistes. Donc c'est quand même l'histoire qui nous l'enseigne. Ça fait un siècle, ou je ne sais plus d'un siècle, ça n'est jamais arrivé. Donc s'il n'y a pas une alliance entre ce qu'on a appelé dans l'histoire du mouvement les réformistes et les révolutionnaires, ce que j'appelle un congrès de Tours à l'envers, qui réunissent ces deux tendances-là, rien n'est possible. Voilà. Donc je crois que là c'est un peu tard pour effectivement le rétablir. J'ai pensé qu'effectivement quand il y a eu le non-référendum en fait, sur la Constitution, sur le traité constitutionnel européen, j'ai pensé qu'il pouvait se passer quelque chose à ce moment-là. C'était des frémissements. J'ai pensé qu'il pouvait se passer quelque chose aussi avec la création du Front de gauche, qui était une belle tentative, une belle idée, un beau moment. Là, je ne vois pas ce qui pourrait arriver qui restaure cette idée d'union, pour les nommer aujourd'hui, avec les écologistes, avec ce qui reste des socialistes, bon, voilà. Et pourtant, par l'exemple, évidemment, c'est ce qui s'est produit à Marseille. C'est vrai que bon, le printemps marseillais est quand même une aventure de ce type-là, une expérience de ce type-là, puisqu'il y a tous les partis dits de gauche ou de gauche, enfin bon, peu importe, ne pinaillons pas, et il y a aussi des mouvements citoyens qui se sont constitués, qui font partie, donc il y a des gens qui sont dans cette union et qui ne faisaient pas de politique auparavant, qui n'étaient incartés dans aucun parti. Voilà, je crois que c'était un exemple à suivre, enfin, et je ne vois pas dans quelle mesure ça ne pourrait pas fonctionner au niveau national, si on sort, surtout si on sort de la perversion présidentielle, on va dire, voilà, qui est vraiment la chose qu'il faut absolument supprimer le plus vite possible. J'espère vraiment qu'il se passe quelque chose qui nous fasse sortir de ce régime présidentiel qui est devenu, je pense, le verrou antidémocratique en France. Vraiment, quoi. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que ce système présidentiel qui pousse à une personnalisation forte de tous les programmes, de toutes les propositions politiques, est aussi un frein à une union à gauche? Oui, fortement. Fortement, bien sûr. Mais ce n'est pas que une histoire de personnes et d'ego. Je ne peux pas ramener la politique, je crois que c'est une erreur. C'est comme quand on ramenait la fin de Staline au culte de la personnalité. Voilà, ce qui a été une expression inintéressante d'ailleurs, conceptuellement, on s'en fout du culte de la personnalité. Voilà. Et c'est vrai que le stalinisme, c'était beaucoup plus ramifié et organisé que la personne de Staline, la preuve. Parce que ça a duré évidemment après sa mort, bien entendu, et après la déstalinisation. Donc c'est pas que des histoires d'ego, c'est pas que les uns et les autres qui veulent à tout prix être président ou qui en rêvent. C'est pas que ça, non, il y a quelque chose de beaucoup plus, je crois, profond. Donc c'est une analyse, c'est une analyse du peuple, en fait, qu'il faut continuer à faire, à penser, à réfléchir. Et je crois que toutes les tendances du peuple, les fragments de peuple, les parties du peuple, je ne sais plus comment les appeler, doivent être représentés, les sensibilités du peuple, qui sont différentes. Il y a probablement un fond commun de désir de justice sociale, de partage, etc. Mais après, toutes ces différences-là doivent être représentées. Donc je ne crois pas que sans alliance, il puisse se passer quelque chose. Il y a forcément une alliance de toutes les associations, partis, formations, qui représentent ces fragments de peuple. Voilà. Je ne pense pas qu'une seule force puisse les réunir et qu'une seule force puisse l'emporter. Donc, s'il n'y a pas d'union de la gauche pour la présidentielle, ce qui semble probable, est-ce que vous allez vous abstenir? Je ne sais pas. À ce jour, je ne sais pas. Mais ça devient un petit peu, effectivement, une vraie question, parce que
Parce qu'à force, je ne me suis jamais abstenu de ma vie au premier tour. Hein. Et j'ai toujours voté à l'extrême, ce que j'appelle moi l'extrême gauche. C'est-à-dire, bon, j'ai toujours voté soit communiste. Ce qui n'est pas un gros mot pour vous. Non, ce qui n'est pas un gros mot en du train tout. de le devenir. Oui, c'est vrai, ça devient terrible. Non, l'extrême gauche, c'est formidable. Bon, donc j'ai toujours voté soit communiste, soit France Insoumise, ou les Insoumis, puisque, bon, longtemps, effectivement, il n'y avait qu'un seul candidat pour les deux partis. Voilà. Et je suis en train de m'interroger si, effectivement, la question douloureuse hein, qui se pose, c'est de dire, peut-être qu'en continuant à voter pour eux, je continue à leur donner l'illusion qu'ils ont un peu de force. Voilà. Ce qu'ils n'ont pas. Du coup, c'est la première fois que je me pose cette question-là, dans ces termes-là, de m'abstenir au premier tour. Alors même que dans ce livre d'entretien dont je parlais, donc vous avez des mots assez durs quand même sur les abstentionnistes qui... Non, quand je dis m'abstenir, ça veut dire voter blanc. Hein. Voter blanc. Bien sûr, non, bien sûr. Bien sûr, je mélange les deux par commodité, mais non, bien sûr, ça veut dire voter blanc. Non, bien sûr. Il faut quand même participer aux élections. Ah ben c'est clair, c'est clair. Ça me semble impensable de ne pas participer aux élections. Des générations, pendant des siècles se sont battus pour ça. Et pour cette verticalité-là, je crois qu'on ne peut pas renoncer à la verticalité. On ne peut pas renoncer, on ne peut pas s'occuper d'un moment communiste d'ailleurs, local, aussi riche soit-il, aussi intéressant soit-il, quand d'un coup, sur ce mouvement d'ailleurs, sur ce mouvement communiste local, va intervenir une décision nationale ou européenne ou internationale qui va venir perturber en fait le fonctionnement. Donc il faut quand même être présent à tous les niveaux. Je ne vois pas comment on peut concevoir effectivement un rapport à la politique sans un rapport à la prise du pouvoir. Est-ce que vous vous considérez toujours comme communiste? Alors, oui. Vous ne faites plus partie du... Fortement, oui. Fortement communiste, oui. Parce que je pense que je vous dis, je considère qu'aujourd'hui c'est une... Plus que le rapport à un parti, plus que le rapport à un programme, plus que le rapport à un type de société d'ailleurs, c'est une morale en fait, c'est un impératif catégorique. Je dis je veux effectivement continuer à partager les ressources bien sûr, le pouvoir, je veux continuer à être, j'allais dire, quand je dis c'est un impératif catégorique, comme chez Kant, bon, c'est-à-dire que je me préoccupe de savoir si mes gestes, et c'est pour ça que je dis c'est bien une morale, si mes gestes tous les jours fabriquent du communisme, ne sont pas contradictoires avec l'idée communiste que je me fais du monde. Vous étiez militant du Parti communiste, donc vous militiez avec un vrai engagement fort. Vous n'êtes plus au Parti communiste. Êtes-vous toujours un militant? Et si oui, comment vous militez aujourd'hui? Non, de fait, je ne suis pas un militant, je suis un électron libre. Mais bon, il s'avère qu'à partir du moment où j'ai pu être un militant de tous les jours, on va dire, j'ai fait des films. J'ai fait des films, j'ai eu parfois du mal à les faire, donc il fallait se battre pour les faire, c'était un combat difficile parfois. Après ça a été plus facile, mais du coup j'ai multiplié le nombre de films. Après en production, je pense que j'ai aidé beaucoup de films à se faire qui ne se seraient pas fait ça. Donc j'ai presque fait une espèce de translation, on va dire que je considère en fait que mon activité de tous les jours est une activité proche en fait d'une activité militante. Très bien, merci Robert Guédiguian pour cet entretien passionnant, et donc on rappelle votre film Twist à Bamako est en salle depuis hier. Bien sûr.